priori, tout le monde m'entend. Voilà, bonjour à tous. Je suis Chantal Morvan. Je suis élue à la CPME des Bouches-du-Rhône. Bon, j'ai moi-même ma petite entreprise, donc dans la prestation de services. Je suis heureuse de vous accueillir tous au nom de Corinne Inesti, notre présidente, pour ce nouveau rendez-vous qui a été décidé collectivement en fonction de la situation, bien évidemment. Donc, nous vous donnons rendez-vous dorénavant tous les mois et tous les 2 mois sur une problématique du droit social, en collaboration avec Fabrice Carava de Capstan Avocat. Donc, ce rendez-vous est destiné à vous donner des infos pratiques, très pratiques, sur différents thèmes et donc, comme je vous le disais, sur le droit du travail tous les 2 mois. Mais par contre, si vous avez besoin d'informations ou si vous avez d'autres thèmes que vous souhaitez voir évoqués lors de ces rendez-vous mensuels, n'hésitez pas à nous les faire passer. Nous avons un numéro de téléphone sur lequel nous sommes joignables, que je vous rappellerai en fin de rendez-vous. Et en ce qui concerne aujourd'hui, toutes vos questions, vous pouvez les faire passer sur le chat. Et Fabrice Carava, qui va donc animer ce rendez-vous, se fera un plaisir de répondre à vos questions en fin de rendez-vous. Voilà, bienvenue encore à tous et je laisse la parole à Fabrice pour cette intervention sur le thème aujourd'hui du télétravail. Merci. Donc, bonjour à tous. Effectivement, Fabrice Carava, je suis avocat associé spécialiste en droit du travail au sein du cabinet Capstan Avocat, qui est un cabinet qui ne fait que du droit du travail aux bénéfices et aux conseils des entreprises. Donc, je vais vous parler de télétravail aujourd'hui et c'est un bon exemple parce qu'on utilise les moyens de télécommunication modernes pour mettre en place ce webinaire. Le télétravail qui s'est accéléré avec la crise sanitaire que l'on connaît et qu'on connaît encore malheureusement pour quelques mois, je pense, minimum. Alors, évidemment que dans la question du télétravail, on va aborder le télétravail dans le contexte du Covid, dans le contexte de la crise sanitaire, mais je le ferai dans un second temps, puisque que ce soit dans la crise sanitaire ou de manière générale, il y a des questions comparables qui se posent, c'est-à-dire comment on met en place le télétravail sur un plan juridique, comment on garantit l'employeur sur ce télétravail, puisque se posent des questions de responsabilité, se posent des questions, par exemple, liées à la sécurité des locaux dans lesquels le télétravailleur va télétravailler. Ça peut être d'ailleurs son domicile ou d'autres endroits. Ça restera soumis à la législation du télétravail. Donc, on va essayer d'aborder un petit peu tous ces éléments-là, le contrôle du temps de travail également, de manière générale, dans le cadre général du télétravail. Quelle est la particularité ensuite du télétravail dans une situation exceptionnelle comme celle que nous connaissons actuellement. Alors, sur le cadre général du télétravail, Keren, c'est le support numéro 4, la page numéro 4, si vous voulez bien l'afficher. On a donc un cadre juridique qui vient d'assez loin. J'en dis 2 mots sans rentrer trop dans les détails, notamment d'un accord cadre européen et surtout d'un accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 qui a intérêt parce qu'il ajoute sur certains points des éléments et des obligations en plus du dernier texte légal qui est l'ordonnance du 22 septembre 2017. Donc aujourd'hui, on est sous l'égide de cette ordonnance qui a apporté un élément complémentaire, à savoir que le télétravail n'est plus nécessairement, comme c'était le cas avant, c'est la page 8 du support, Karen, n'est plus nécessairement je vais voir un autre bidon sur mon essence. Régulier, c'est-à-dire le télétravail. Le télétravail est soumis à la Fabrice, je vous interromps. Il y a des personnes qui n'ont pas coupé leur micro, si bien que Fabrice, on ne vous entend pas bien. Si tout le monde pouvait couper son micro de façon à ce qu'on puisse avoir l'intégralité. Merci. C'est pas ça qu'il faut dedans? Non, il faut 2 temps. Je crois que c'est bon, Fabrice, vous pouvez reprendre. C'est bon.
Donc, je disais, cet élément-là, c'est l'élément de popularité qui a été changé en 2017. C'est-à-dire qu'avant 2017, la réglementation du télétravail ne s'appliquait que tout autant que le télétravail était institué de manière régulière et pérenne. Ce n'est plus le cas. Ça veut dire qu'effectivement, même si le télétravail est mis en place et qu'une personne rentre en situation de télétravail de manière ponctuelle, on est soumis à la réglementation du télétravail. Alors, ça peut paraître un détail, mais en réalité, c'est fort important puisque du coup, ça ouvre beaucoup plus qu'avant le champ de la réglementation que je vais vous exposer. Alors, le télétravail, je vais passer à la page 12. Pour le télétravail, se pose la question de la mise en place. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vais venir après sur les cas d'urgence tels que nous les connaissons, mais je vais commencer par le cadre général. Le télétravail, au terme du Code du travail, est mis en place de plusieurs manières. Soit par accord collectif d'entreprise, de branche ou de groupe, donc un accord collectif négocié avec les partenaires sociaux, cette négociation intervenant selon les tailles d'entreprise de manière différente, soit par une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, soit directement, à défaut, dans le cadre d'un accord avec le salarié. Alors, le Code nous dit que cet accord écrit n'a pas de forme particulière. En pratique, je vais y revenir, on est bien inspiré de faire un avenant bien fait. Alors, première réflexion sur ces modes de mise en place juridique du télétravail, vous constaterez qu'il y a plusieurs possibilités. Alors, il n'y a pas de réelle hiérarchie. Néanmoins, en pratique, il va falloir choisir en fonction de l'entreprise, en fonction du nombre de salariés qui pourraient être concernés par le télétravail, des problématiques d'organisation propres à l'entreprise et les éléments un peu plus concrets sur lesquels je vais venir après avoir posé le cadre. Et en fonction, on va estimer s'il est plus ou moins important de passer par un accord collectif, par une charte ou par des accords individuels. Pour être très concret, si vous avez 2 salariés et que ces 2 salariés peuvent passer en télétravail, vous n'allez pas forcément rentrer dans la mise en place d'un accord collectif ou d'une charte. Vous allez probablement utiliser simplement un accord écrit avec chacun. Si par contre vous avez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de salariés et que vous avez des syndicats dans l'entreprise, vous passerez très certainement par la négociation d'un accord collectif. Donc l'outil juridique, il va falloir choisir l'outil le plus adapté. Néanmoins, vous avez plusieurs possibilités. Le conseil, c'est de trouver le mode de mise en place qui est le plus adapté. Dans tous les cas, il faut encadrer ce télétravail dans la mesure où une multitude de questions se posent. Que l'on passe par un accord collectif ou par une charte, j'exclus pour l'instant la question du contrat de travail, vous ne le ferez pas seul. Dans le cas d'un accord collectif, vous irez négocier le contenu de l'accord sur le télétravail avec les partenaires sociaux. Donc, ça va être avec le ou les délégués syndicaux, ou dans les entreprises qui n'en sont pas pourvus, mais qui ont un CSE avec peut-être le CSE. Ça dépendra, pas dans les détails de la taille de l'entreprise, les moyens de conclure un accord d'entreprise. Mais en tout cas, vous allez négocier cet accord. Si vous faites une charte, vous ne négocierez pas vraiment, elle sera unilatérale, mais par contre, vous devrez, quoi qu'il en soit, si vous en êtes doté, consulter le CSE et avoir un avis sur cette charte. D'ailleurs, si vous faites un accord collectif, il faudra aussi consulter le CSE, pas tant sur l'accord collectif lui-même, mais par contre ensuite sur sa mise en œuvre, puisque le télétravail, on va y venir, peut aboutir à des risques psychosociaux, à des problématiques d'éloignement de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, ça bouleverse les conditions de travail et donc ça rentre dans le champ de consultation du comité social et économique, même si on est sur une entreprise de petite taille, une entreprise qui a 25 salariés, va quand même consulter le CSE sur ce type de sujet. Je m'arrêterai d'abord sur les 2 outils juridiques susceptibles d'utiliser pour mettre en place le télétravail. Il y a encore des micros, excusez-moi, qui ne sont pas coupés et ça pose problème pour être clair et être bien entendu. Merci s'il vous plaît de faire attention à ça. Donc je reprends sur l'accord collectif ou la charte. Et en vous exposant ça, je vais déjà rentrer sur le fond des problèmes pratiques à gérer. Le Code du travail prévoit
les éléments qui doivent être traités dans l'accord collectif ou dans la charte qui va mettre en place le télétravail. Concrètement, le code va prévoir que l'on traite les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution, des modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail. Je vais revenir là-dessus, pour l'instant j'énumère. Les modalités de contrôle du temps de travail, de régulation de la charge de travail, la détermination des plages horaires dans lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail, les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation de télétravail. Donc vous le voyez, il y a une multitude de thèmes, je vais y revenir, qui doivent être traités dans l'accord collectif ou dans la charte. Soit dit en passant, même si on n'est pas dans un accord collectif et pas dans une charte, ce sont quand même des sujets qui vont s'imposer de manière pratique si vous mettez en place le télétravail par le biais d'un simple accord contractuel avec le salarié. Puisque de manière pratique, il va bien falloir prévoir quand même les plages horaires dans lesquelles le salarié est joignable, comment on contrôle son temps de travail, les conditions éventuellement de retour en dehors du télétravail. Ce sont des questions qui de toute façon se poseront. Donc même s'il n'y a pas d'obligation juridique à prévoir ces thèmes, si vous passez par l'accord individuel, par un contrat de travail, par un avenant, nécessairement, parce que ça va s'imposer en pratique, ce sont des sujets que vous traiterez et que l'on traite lorsqu'on fait des avenants au contrat de travail passant par le télétravail. C'est une première idée forte à retenir, c'est que quel que soit l'outil, ce sont les mêmes questions pratiques qui se posent et de toute façon, même si ce n'est pas obligatoire donc par un avenant, elles devront être traitées. Donc je suis, Keren, sur la page 15 du support. Si chacun veut relire ce que je viens d'indiquer, c'est le contenu obligatoire de l'accord collectif ou de la charte. Alors, si je rentre un petit peu dans ce contenu et pour toucher du doigt les problèmes à traiter, et donc les problèmes à traiter déjà sur un plan juridique par l'accord, par la charte ou, comme je le disais, par l'accord d'entreprise. Dans un accord, dans une charte, vous avez en particulier les conditions de passage au télétravail. Alors, de quoi on va parler? Si vous posez le télétravail dans un accord d'entreprise, dans une charte, il va falloir poser quels sont les salariés qui peuvent rentrer en télétravail. Ce ne sera pas forcément le cas de tous les salariés par rapport au poste, par rapport à leurs responsabilités. Ça relèvera de la charte ou de l'accord d'entreprise de prévoir quelles sont les catégories de salariés dans l'entreprise qui pourront entrer en télétravail. D'ailleurs, ça pose une problématique puisque les textes prévoient qu'en cas de refus par l'employeur de passage en télétravail, ce refus devra être motivé si on est dans le cadre d'un accord ou d'une charte. La rédaction de ce document sur les modalités de passage en télétravail sera donc importante, puisque une des réponses, ça pourrait être « alors, vous ne faites pas partie des cas prévus, des postes prévus pour le télétravail ». D'où l'importance de bien cerner ces éléments-là. Que vous allez devoir prévoir les modalités de contrôle du temps de travail. C'est un point très important qui est aussi lié, pas seulement, mais aussi lié aux risques psychosociaux, parce qu'évidemment, le télétravailleur n'est pas à côté de vous. Il n'est pas tout évident que vous disposiez d'un logiciel, par exemple, qui permet de décompter le temps de travail. Donc, il faut prévoir cela, puisque c'est un principe général. Le télétravailleur, même s'il n'est pas dans le coût d'entreprise, doit être traité de la même manière. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on télétravaille qu'on doit oublier toutes les règles liées au contrôle du temps de travail ou les règles liées à la durée du temps de travail, notamment aux durées maximales du temps de travail. Le télétravailleur ne doit pas travailler H24 au prétexte qu'il est à son domicile et qu'il n'est pas dans les locaux de l'entreprise. C'est donc un point fondamental, c'est souvent un écueil dans la pratique du télétravail qu'il faut éviter. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, donc encore une fois, c'est obligatoire dans l'accord d'entreprise ou d'entrée de jeu, il faut prévoir les conditions dans lesquelles on va contrôler. Alors, de manière très concrète, on peut imaginer plein de choses, parce que ça relève donc de l'accord ou de la charte, et il ne faut pas faire de copier-coller, il faut adapter à l'entreprise. Il y a donc une réflexion très concrète à mener entreprise par entreprise. Alors, en tout cas, il faut traiter le sujet. Comment contrôle-t-on? On peut imaginer une autodéclaration.
C'est-à-dire, en fin de journée, par exemple, le télétravailleur reporte le temps passé en fin de semaine. On peut aussi imaginer un contrôle logiciel. En tout cas, c'est un sujet qui va être déterminant puisque ça évite de gros problèmes ultérieurement lorsque le salarié en télétravail va venir vous dire, par exemple, qu'il a fait énormément d'heures supplémentaires. Je fais le lien aussi avec la notion de plage horaire. Un salarié, même en forfait, doit être disponible à certaines plages horaires et à l'inverse peut ne pas l'être à d'autres plages horaires. Ces éléments de plage horaire vont être aussi à définir dans l'accord, la charte ou, comme je le disais, même si ce n'est pas strictement obligatoire parce que la loi ne dit pas le contenu d'un accord écrit avec le salarié, et c'est une bonne pratique de traiter de la même manière les choses dans un accord avec le salarié. Cet élément permettra demain de dire aux télétravailleurs, vous devez être disponible pendant ces plages horaires que nous avons définies. Et voire même, vous êtes fautif si vous n'êtes pas disponible à ces plages horaires. À l'inverse, c'est que de la vie privée, le télétravailleur aura le droit de ne pas être disponible aux plages horaires qui ont été définies. Il pourra être libre. Donc, cette notion de temps de travail est très importante à gérer dans la mise en œuvre du télétravail, prévoir le contrôle, les modalités de contrôle du temps de travail et prévoir les plages horaires de disponibilité et d'indisponibilité. Il faut savoir que tout ça est lié donc aussi aux risques psychosociaux. Ce sont des éléments qu'il va falloir aussi traiter puisque vous allez devoir, dans l'accord ou dans la charte, et encore une fois, ça sera de bonne pratique dans un accord, traiter, je dirais, du maintien du lien entre le télétravailleur et l'entreprise. Alors, le télétravailleur n'est pas forcément en télétravail tout le temps. J'ai effectivement peut-être envie de le dire en début, on va quand même être soumis à la réglementation du télétravail. Je disais tout à l'heure, depuis 2017, cette réglementation s'applique que l'on soit dans un télétravail régulier ou irrégulier. Mais peu importe, vous devrez prévoir les modalités de lien. Alors, ça veut dire concrètement quoi? Le rythme du télétravail. Est-ce que ça va être 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine, tout le temps? Et vous devez en corollaire prévoir comment garantir le maintien du lien avec l'entreprise. Par exemple, prévoir que le télétravailleur devra, un certain nombre de fois ou dans certains cas, quoi qu'il en soit, être dans l'entreprise pour maintenir ce lien. C'est un élément qui est important puisque c'est une des problématiques du télétravail lorsqu'il est mis en place de manière récurrente, régulière et où le télétravailleur n'est quasiment pas dans l'entreprise, ce n'est pas toutes les situations, mais ce sont des situations qui se rencontrent. Il y a des problématiques qui se développent sur l'isolement du salarié. Donc, il est intégré au texte et dans les obligations liées à la mise en place du télétravailleur de traiter cette question pour éviter un isolement du salarié. Autre sujet qui va être important de traiter dans la mise en place du télétravail, c'est tout ce qui va concerner la sécurité et les locaux dans lesquels le télétravail va pouvoir être effectué. C'est une question récurrente parce que, je le disais tout à l'heure, le télétravailleur, même si il n'est pas dans les locaux de l'entreprise, et reste un salarié de l'entreprise, et dès lors, toutes les obligations de l'employeur en matière de sécurité notamment, mais aussi en matière d'égalité de traitement, sont applicables. Donc là, Keren, je passe sur la page 46. Je fais un grand zoom parce que cela concerne quand même toute la mise en place, à mon sens, du télétravail. Donc, je le disais, le télétravailleur bénéficie de la même protection. Se pose par exemple la question très concrète de l'accident du travail. Qu'est-ce qu'il en est si un
télétravailleur a un accident parce qu'il tombe, par exemple, chez lui pendant le temps de télétravail, pendant le temps de travail. Eh bien, la règle en réalité est la même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne est en télétravail, s'il subit un accident pendant le télétravail, ce sera un accident du travail. Vous avez donc une responsabilité générale de l'employeur en matière de sécurité qui demeure la même que dans l'entreprise. Partant de là, c'est une des questions à traiter au début du télétravail. J'ai commencé par vous expliquer le cadre juridique du début du télétravail, accord, charte, ce que doivent prévoir ces éléments. Mais il y a aussi la mise en œuvre opérationnelle, pratique qu'il faut et qui enclenche, à défaut, des responsabilités de l'employeur. Donc, sur ces problématiques de santé et de sécurité, la bonne pratique, c'est de s'assurer formellement qu'il y a une garantie de santé et de sécurité dans les locaux. Alors, on parle essentiellement du télétravail chez le salarié. Il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. On parlera de télétravail aussi dans le sens de la réglementation que je suis en train de vous exposer. Même si le télétravail n'est pas au domicile du salarié, on peut penser par exemple à des lieux organisés par l'entreprise pour des salariés itinérants où les salariés peuvent se rendre pour télétravailler sans que ce soit leur domicile. C'est vrai que là, pour l'employeur, c'est beaucoup plus facile de le gérer puisque c'est un lieu qu'il encadre, qu'il connaît, c'est comme un lieu, c'est comme un établissement d'entreprise. Là où c'est plus problématique, c'est effectivement dans le télétravail, je dirais communément entendu, c'est-à-dire au domicile du salarié. L'employeur doit prévoir comment il garantit la sécurité. Alors, très concrètement, il va y avoir plusieurs moyens. On va pouvoir, par exemple, dans le cadre de la mise en place du télétravail, donc encore une fois, par l'accord, par la charte, par l'accord avec le salarié, le contrat de travail, prévoir qu'on va réaliser une espèce d'audit des locaux, notamment au niveau de l'électricité, par exemple, pour s'assurer qu'il y a une conformité à l'usage qui en sera fait dans le cadre du télétravail. Alors, derrière cette question-là, il y a évidemment la question du coût, ce serait pris par l'employeur. On peut penser aussi à tout simplement une attestation d'assurance, c'est-à-dire que le salarié va fournir une attestation d'assurance garantissant que les risques liés au télétravail à son domicile sont couverts par son assurance. En tout cas, c'est une problématique à traiter qui n'est pas neutre, parce que s'il y a la moindre difficulté qui serait liée, par exemple, à l'installation électrique, il pourrait y avoir une responsabilité de l'employeur parce que l'employeur ne s'est pas assuré de ces éléments-là en amont. Donc, c'est un point qui est important de traiter. Je suis sur la page 47, Keren. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On peut penser à l'intervention d'un expert aux frais de l'employeur, à une attestation, voire même à une attestation sur l'honneur, mais en tout cas, formaliser le fait que l'employeur s'est posé ces questions et effectivement s'est assuré de la conformité des lots. Je passerai également à un autre aspect, en page 51, Keren, c'est l'aspect purement matériel. Je suis toujours dans ce que j'estime être la mise en place, et la mise en place juridique. Je vous ai parlé des outils juridiques qui sont utilisés. Et dans la mise en place pratique opérationnelle, il y a la question du matériel. Alors, au niveau du matériel, il y a plusieurs possibilités. En tout état de cause, là aussi, ce sont des vraies questions qu'il faut traiter en amont, dans l'accord, dans la charte ou dans l'avenant de mise en place du télétravail. C'est-à-dire quel matériel on va utiliser, quel logiciel, quelle connexion Internet, qui prend en charge tout ça. Alors, évidemment, s'il y a une mise en place du télétravail structurelle, régulière dans l'entreprise, et ce sont en général des cas où on va plutôt utiliser l'outil de mise en place d'accord d'entreprise ou de charte, on va aussi prévoir ce sujet-là et on va alors prévoir que l'employeur fournit le matériel, essentiellement évidemment l'ordinateur, les logiciels, mais la question peut se poser pour la connexion Internet par exemple, puisque à son domicile, chacun peut avoir déjà une connexion. On peut aussi imaginer d'autres outils utiles, on peut penser à ne serait-ce que l'imprimante par exemple. Donc toutes ces questions-là doivent être traitées, dans la mesure où il y a quand même un principe général qui est que le salarié
logiquement, n'assume pas les frais de son travail. En télétravail, c'est pareil. Donc, il n'est pas interdit, pour autant, qu'un salarié utilise, par exemple, son ordinateur personnel, mais se pose quand même la question des coûts supplémentaires aux coûts normaux, par exemple la connexion Internet, le salarié en a une, il va l'utiliser pour le travail, est-ce que ça génère des coûts supplémentaires? Pas forcément, avec les forfaits qui peuvent être en vigueur, mais la question est à poser. Et à côté, si vous avez effectivement des coûts supplémentaires induits, se pose la question de la prise en charge. Donc, il faut le traiter là aussi au moment de la mise en place. Comment on fait pour… Je bascule d'ailleurs en page 54 du support sur la question de la prise en charge des coûts du télétravail par l'employeur. C'est une récurrence puisque on le voit à travers certains dossiers, on a parfois des salariés qui arrivent à la fin d'un mois, on a fournir une facture en disant vous me devez tant parce que j'ai utilisé Internet pour travailler pour vous ou j'ai dépensé telle et telle somme pour pouvoir imprimer les rapports que je vous envoie. Donc, se pose la question, excusez-moi, on entend encore quelqu'un parler. Voilà. Donc, se pose la question de cette indemnisation du coût. Parce que le principe reste évidemment le même, à savoir que les coûts sont à la charge de l'employeur exclusivement, puisqu'il s'agit de frais professionnels. Alors, il y a deux manières. Soit il y a une prise en charge directe des frais, trois manières. Une prise en charge directe des frais liés au télétravail. Donc là, l'employeur va prendre en charge. Par exemple, il va fournir l'ordinateur. Il ne va pas demander au salarié d'en acheter un. Soit un remboursement sur justificatif. Et en tout cas, c'est pour ça que je disais deux. Parce que dans ma tête, c'était une seule et même idée, dans le sens où c'est quoi qu'il en soit, une prise en charge au réel. Sur justificatif, sur facture Internet par exemple, facture de téléphone. C'est une première modalité possible. Là encore, ça relèvera d'un choix, qu'il faudra faire le choix le plus adapté à l'entreprise dans la mise en place du télétravail. Il faudra convenir de ça. C'est une des modalités qui peut être bonne. Ça n'est pas la seule. Il faut savoir qu'on peut aussi verser une indemnité forfaitaire. Vous voyez dans le support à l'écran qu'il y a une tolérance de l'URSSAF sur ce sujet-là. Alors, ce n'est qu'une tolérance, c'est-à-dire que vous ne trouverez ça dans aucun texte. Ceci étant dit, elle existe en pratique, elle est même publiée sur le site internet de l'URSSAF. Comme vous pouvez le lire, il est admis qu'on verse une allocation forfaitaire, finalement, pour faire très court, de 10 € par mois pour l'équivalent d'une journée de télétravail par semaine. Et on va multiplier ça s'il y a 2 jours, 3 jours ou plus par semaine. L'URSSAF admet que jusqu'à ce montant, sans en avoir à apporter plus de preuves, ça peut correspondre forfaitairement au remboursement des frais. Donc forfaitairement, ça va signifier évidemment sans charge sociale. C'est ça l'intérêt. Par contre, il faut savoir qu'il y a ce régime, mais en tout état de cause, il faut savoir que donc se pose la question de la prise en charge et très clairement, le télétravailleur a droit à une prise en charge des frais professionnels comme n'importe quel travailleur, puisque c'est un principe général, les frais professionnels incombent à l'entreprise, incombent à l'employeur. Je passerai en page 55 du support parce que se pose aussi une autre question qui n'est pas totalement tranchée, qui est celle de verser une indemnité aux salariés pour finalement, d'une certaine manière, l'occupation de son domicile, c'est-à-dire le fait d'être en télétravail. Alors, je dis que la question n'est pas tout à fait tranchée sur cette indemnisation. Là, donc, ce n'est pas un remboursement de frais, hein, même si le remboursement de frais peut être fait par une indemnité forfaitaire, il ne faut pas les confondre. Là, on indemniserait la suggestion d'être en télétravail et d'utiliser le local, le domicile du salarié. Alors, vous avez une jurisprudence, notamment en 2017, en 2018, qui est venue dire oui. Oui, l'employeur doit attribuer une indemnité d'occupation du logement dès lors qu'il ne fournit pas le local professionnel et que le logement du salarié doit être utilisé à des fins professionnelles.
Cette jurisprudence existe. C'est ce qui explique d'ailleurs, comme vous le voyez sur le support, sur la page 55 du support, c'est ce qui avait amené le ministère à dire oui, il faut verser une indemnité aux télétravailleurs. Les arrêts de Cour de cassation dont je parle, et qui peuvent être évoqués par les salariés, portent surtout dans une situation, lorsqu'on regarde, ce sont des salariés itinérants qui, du fait de leur tâche de travail, nécessairement à un moment travailler chez eux, sans forcément être dans un cadre de télétravail. Ce sont souvent des commerciaux qui sont sur les routes et qui vont faire des devis, par exemple, en étant chez eux. Et bien là, effectivement, la Cour de cassation a dit qu'il faut verser une indemnisation. Alors, est-ce que c'est totalement transposable à la situation dans laquelle le télétravailleur, ou plutôt le télétravail, est organisé par accord, par charte, dans le cadre de ce que je suis en train de décrire? La situation se pose, pas nécessairement dans les cas qui ont donné lieu aux arrêts de la Cour de cassation. C'était donc des cas un peu différents, un peu, je dirais, à la marge du télétravail. En tout cas, c'est une question qui se pose et c'est une question qui peut être traitée dans l'accord, la charte ou le contrat de travail. On peut penser qu'il serait opportun de le traiter, voire même de prévoir une indemnité d'occupation, même s'il y a, comme je l'indique à l'instant, un doute sur son caractère obligatoire. On peut penser à le traiter, ne serait-ce que pour bien le maîtriser, puisque si on le traite, on ne pourra pas subir une action, on viendrait nous le demander, puisqu'on l'aura traité, on l'aura payé, on aura géré cet élément-là, géré son montant par accord collectif, par charte ou par le contrat de travail. Il faut savoir que ce n'est pas neutre. Si on bascule sur la page 58 du support KRN, puisque, à titre d'exemple, on a eu d'accord par la 58. Merci. 58. On a eu par exemple 5 000 € par an d'alloués au titre d'occupation de domicile à des fins professionnelles pour un 13 mètres carrés. Donc, ce n'était pas un très grand appartement, avec un taux de 30%, je pense assez restreinte. Donc, il faut quand même peut-être faire attention à ça. Pas d'obligation claire dans le cadre de la réglementation du télétravail, mais à mon sens, c'est quand même un sujet à traiter. Et il me semble qu'il est préférable de le traiter, d'en convenir, plutôt que de subir éventuellement une action, le cas échéant. Alors, je viens ainsi de vous brosser en très grande ligne le cadre général du télétravail et les problématiques globales du télétravail. Je fais un retour en arrière et je reviens à la page 16, Keren, pour vous parler du cas particulier du télétravail en situation exceptionnelle, c'est-à-dire en situation comme celle que l'on connaît de Covid. Alors, comme vous le voyez, le Code du travail prévoit, dans son article 1222-11, un cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en cas de menace d'épidémie ou de force majeure. Bon. Cet article-là, c'est l'article qui a été mobilisé dans la crise sanitaire actuelle pour permettre le basculement en télétravail dans l'urgence. Parce que tout ce que je vous ai exposé jusqu'à présent, vous l'avez compris, c'est la mise en place du télétravail de manière réfléchie, à froid, absolument pas dans l'urgence. On va aller négocier un accord, mettre en place une charte ou un accord traitant du télétravail en dehors de toute problématique d'urgence, de pandémie, de Covid ou je ne sais quoi. Mais vous avez un dispositif spécifique, donc cet article 1222-11, qui prévoit le cas des circonstances exceptionnelles, dans le cadre duquel rentre notamment le risque pandémique. Le gouvernement l'a mobilisé en communiquant là-dessus, en disant vous devez mettre en télétravail et vous pouvez mettre vos salariés en télétravail sur le fondement de ce texte parce que nous sommes dans des circonstances exceptionnelles. La grande différence, c'est un point que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, c'est que dans la mise en place classique du télétravail, par les supports que j'évoquais jusqu'à présent, le télétravail est systématiquement volontaire. D'ailleurs,
je ne vous en ai pas parlé exprès pour en arriver là maintenant, il est aussi réversible. C'est un élément que l'on doit prévoir dans l'outil juridique, donc accord d'entreprise, charte ou contrat de travail. Les circonstances, les conditions dans lesquelles il peut y avoir une réversibilité. On n'impose pas le télétravail, ni dans un sens ni dans un autre. L'employeur ne l'impose pas, le salarié non plus, avec quand même une réserve que j'évoquais tout à l'heure, c'est que lorsque vous faites un accord d'entreprise ou une charte, si le salarié rentre dans les salariés qui peuvent en bénéficier, vous serez mal fondé à le refuser. Ça crée une espèce de droit au télétravail si le salarié rentre dans les catégories susceptibles, au terme de la charte ou de l'accord, de bénéficier du télétravail. Mais par principe, ça n'est pas quelque chose qui s'impose, c'est basé sur le volontariat. Et donc, c'est aussi réversible. D'ailleurs, les textes prévoient, c'est un élément que j'ajoute, un droit pour le télétravailleur, une priorité plutôt, à récupérer un poste sans télétravail. Alors, ce que je vous dis, c'est que ça fonctionne si le télétravail est total ou que partiel. Il y a un droit à revenir à un poste sans télétravail. Donc, il y a ce caractère volontaire qui ne s'impose pas. Lorsqu'on est dans des circonstances exceptionnelles, le texte, donc 1222.11, prévoit que la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement de poste de travail. Alors, ça veut dire quoi concrètement? S'agissant de la modification d'un contrat de travail, on fait souvent la distinction entre modification du contrat de travail ou simple changement des conditions de travail. Une modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessite l'accord du salarié. Un simple changement dans les conditions de travail ne le nécessite pas. Le texte ici nous rapproche de cette seconde hypothèse. On dit que c'est un aménagement de poste. Alors je vais caricaturer un peu, mais dans des circonstances exceptionnelles comme la pandémie, mettre un salarié en télétravail, ça va s'imposer un peu comme si vous faisiez que le changer de bureau dans les locaux de votre entreprise. C'est un simple aménagement du poste de travail qui va s'imposer. Donc, c'est une modification fondamentale sur un des éléments qui est le caractère volontaire. Par contre, évidemment, ce texte-là, ce n'est que en cas de situation exceptionnelle. Donc, il faut rentrer dans ce cas. Nous y sommes. En tout cas, nous y avons été de manière très, très claire pendant la période d'urgence sanitaire. Ça peut plus se discuter aujourd'hui, même si les préconisations sont de favoriser le télétravail au maximum. Ça pourrait malheureusement revenir. En tout cas, sachez qu'il y a cet outil juridique qui est un petit peu différent du cadre général. Alors, dans tous les cas, vous aurez quand même à traiter toutes les questions que j'évoquais, c'est-à-dire le temps de travail, le contrôle du temps de travail, les risques psychosociaux, le coût, le matériel. Vous aurez quand même donc à traiter toutes ces considérations pratiques. Par contre, sur la mise en place du télétravail, vous aurez cette différence majeure. Je terminerai avec mon exposé et puis après peut-être on va ouvrir les questions en attirant votre attention sur la question du droit à la déconnexion. Lorsqu'on met en place un accord ou une charte, je le disais tout à l'heure, sur le télétravail, se pose la question du contrôle du temps de travail, des risques psychosociaux. Le salarié ne doit pas, parce qu'il est en télétravail quelques jours par semaine, donc partiellement ou totalement, être H24 au service de l'entreprise. Cette question du droit à la déconnexion doit donc être traitée. C'est une question plus large que le télétravail, mais il faudra en tout cas s'assurer qu'elle soit traitée, soit par l'accord, soit par la charte, soit par un autre accord. Le droit à la déconnexion peut par exemple être traité lorsqu'on met en place des forfaits jours dans l'entreprise. L'accord d'entreprise qui va traiter et qui va mettre en place ces forfaits jours va devoir prévoir le droit à la déconnexion. Donc peut-être que ce droit est déjà traité dans l'entreprise. Il faut s'en assurer parce que si ce n'est pas le cas, il faudra le faire pour prévoir les modalités dans le cadre desquelles le salarié pourra se déconnecter et ne pas être à 100%, je dirais, soumis aux questions de l'entreprise. Ça rejoint la problématique des plages horaires que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, évidemment, je ne peux pas, par rapport au format du webinaire, rentrer dans tous les détails. Retenez surtout qu'on a deux grandes possibilités de mise en place du télétravail. Le cadre que je qualifierais de général, par accord d'entreprise, par charte ou
par accord individuel avec le salarié, ou un cas exceptionnel, dans le cadre des circonstances exceptionnelles, ce sont les termes du texte du Code du travail, dans le cadre desquels il va s'imposer, puisque le télétravail ne sera pas considéré comme un aménagement, ne sera considéré que comme un aménagement de poste de travail. Mais dans tous les cas, vous avez à traiter des questions pratiques et juridiques. Tout cela est lié, pratique, le matériel, quel matériel, comment on le prend en charge, vous avez vu les modalités de remboursement, et puis juridique aussi, par le biais donc de la problématique de la sécurité, de la problématique des contrôles des temps de travail, de la problématique des risques psychosociaux, s'assurer de maintenir un lien avec l'entreprise. Donc, tout ça doit être géré. Je pense que dans la situation où nous vivons, c'est un sujet majeur des mois et des années à venir, puisque ça va se développer de plus en plus. Ça va se développer de plus en plus, ça va même peut-être encore évoluer par rapport à ce que j'ai pu évoquer aujourd'hui. Il faut savoir qu'actuellement, il y a des discussions entre partenaires sociaux au niveau national, certaines organisations syndicales, salariées souhaitant faire évoluer le dispositif que j'ai évoqué ce matin, d'autres ne le souhaitant pas, mais en tout état de cause, probablement qu'il va y avoir des évolutions, probablement que, c'est en tout cas une des idées qui est évoquée, on mettrait en place dans le futur des accords de branche qui seraient utilisables dans les entreprises, notamment les plus petites, immédiatement pour mettre en place le télétravail. Alors, ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas, c'est un sujet qui est amené à évoluer peut-être juridiquement par rapport aux règles applicables, en tout cas de manière factuelle. Je pense qu'il est important de s'en saisir. C'est pourquoi on a proposé ce webinaire aujourd'hui. Comme beaucoup de sujets en droit du travail, mais pas seulement, comme beaucoup de sujets d'organisation d'entreprise de manière large, il est important de le faire à froid, comme je le disais tout à l'heure, pour être en mesure, même dans l'urgence, d'avoir un bon cadre. Parce que même si le texte du Code du travail permet à l'entreprise de mettre en place le télétravail, parce qu'il va s'imposer comme un simple aménagement du poste de travail en cas de circonstances exceptionnelles, il n'en demeure pas moins que si vous avez posé un cadre juridique, tous les sujets que j'ai évoqués qui peuvent poser problème, qui peuvent donner lieu à des contentieux, soit parfois collectifs, parce que certains syndicats vont contester certains éléments de la mise en place du télétravail, ou à titre individuel, dans le cas d'un contentieux prud'homme. On peut penser par exemple donc à la problématique du temps de travail. Donc il est très important, à mon sens, d'avoir réfléchi en amont. Je pense que dans les périodes, je dirais de cas, on n'y est pas forcément, mais dans les périodes de réfléchir au sujet, une modalité de travail qui deviendra certainement de plus en plus récurrente, régulière, ne serait-ce que par l'évolution des outils technologiques et puis des modes de vie. Et donc, il est probablement de très bonnes pratiques des entreprises de l'anticiper et de prévoir le cadre. Vous avez vu qu'il y a une multitude de questions qui se posent et les réponses pratiques et opérationnelles peuvent être un peu différentes d'une entreprise à une autre selon ce qui aura été posé dans l'accord, dans la charte ou, si on le fait à titre individuel, dans l'accord d'entreprise. Donc, ce sont des sujets à traiter, à réfléchir. Il y a des questions de coût, il y a des questions de responsabilité, il y a des questions de durée du travail. Donc, je ne saurais que vous engager à réfléchir à ces sujets-là. La taille de l'entreprise, comme je le disais en début de mes propos, on va adapter l'outil. On ne va évidemment pas prendre un outil disproportionné si on a quelques salariés, mais en tout cas, anticiper les sujets, mettre en place le bon cadre. Je pense que c'est la première idée à retenir pour pouvoir traiter sans problème l'ensemble des problématiques qui se posent. Voilà de ce que je voulais vous dire dans mon exposé et je pense maintenant que si tout le monde est d'accord, on peut passer aux questions. Merci Fabrice pour cet exposé plus que complet. Je pense que là, on a, je ne sais pas si tout le monde m'entend, je pense que là, on a déjà une feuille de route qui est assez précise. Moi, j'avais d'emblée, pour lancer les questions, une question à vous poser concernant la participation aux frais.
Pour les employeurs que nous sommes, on sait bien que toute cette crise a engendré déjà des frais supplémentaires par bien des aspects, sans parler des chutes de chiffre d'affaires. Est-ce qu'un employeur pourrait se prévaloir des économies faites par un salarié à ne pas venir sur son lieu de travail, je pense aux frais d'essence, les péages, le temps, pourrait se prévaloir de ça pour contrebalancer dans une proportion à définir, avec cette fameuse participation aux frais d'utilisation des installations personnelles, notamment au domicile. Alors, je ne sais pas si on pourra parler véritablement de contrebalancer, mais il est clair que si le salarié se trouve en télétravail à son domicile, par définition, il n'engagerait pas des frais de déplacement. Donc, en réalité, c'est plus comme ça. C'est vrai que les frais de télétravail vont, de manière opérationnelle et pratique, venir remplacer d'autres frais. Néanmoins, si, comme c'est souvent le cas, on n'est pas en télétravail à 100%, un salarié n'est pas en télétravail à 100%, il va par exemple être en télétravail une fois ou 2 fois dans la semaine, vous allez avoir en fait un cumul. Certains jours, il va y avoir du télétravail, donc des frais liés au télétravail. J'évoquais tout à l'heure la position de l'URSSAF sur l'indemnité forfaitaire. Vous allez par exemple pour un jour lui rembourser 10 € par mois d'indemnité forfaitaire et ça va se cumuler avec d'autres types de frais si les autres jours de la semaine ils se déplacent. Donc on ne peut pas vraiment se prévaloir de ça dans le sens où on ne va pas annuler certains frais pour remplacer par une indemnité forfaitaire liée au télétravail par exemple. Surtout que le télétravail est rarement à 100%. Par contre, oui, vous allez traiter les journées de télétravail ou de déplacement et les frais qui vont avec en fonction de ce qui est fait en pratique. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Oui, alors mettez votre micro en route, s'il vous plaît. Oui, j'ai une question. J'ai un salarié dont je vais constater ou dont je suis certain qu'il n'a pas chez lui un local, une pièce adaptée pour pouvoir faire du télétravail. Lui a envie d'en faire. Je sais que si je l'accepte, ça se passera bien dans le premier mois, les 2 premiers mois, puis qu'au bout du 3e, peut-être que ça se passera mal. Est-ce que je suis en droit, alors que je l'accorde à à un même service, de refuser le télétravail de quelqu'un parce qu'il ne présente pas chez lui les conditions d'adaptation minimales? Ça peut être une position, effectivement. Alors, je le formule comme ça parce que, premier point, si effectivement vous partez du principe que les locaux du salarié, de son domicile, ne sont pas sécures, ne présentent pas les garanties. Alors, ça sous-entendrait par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, que vous ayez d'abord fait une espèce d'audit. C'est un grand mot, mais enfin, en tout cas, de vérification, notamment en envoyant un expert, par exemple, c'est l'une des solutions. Et il en ressort que ça ne va pas du tout, que l'électricité n'est pas aux normes, etc. etc. Dans la mesure où, en tant qu'employeur, vous avez une obligation de sécurité, vous serez bien inspiré de refuser le télétravail. Pour éviter que le salarié, demain, s'il y a un quelconque problème, vienne paradoxalement vous en faire le grief. Après, vous pouvez peut-être aussi raisonner autrement en vous garantissant, si en tant qu'employeur, vous avez la preuve de la vérification des locaux par un expert ou même par une attestation du salarié qui vient confirmer de leur conformité, vous pourriez avoir une certaine garantie formelle. Donc après, il faut apprécier le risque en fonction de la réalité des locaux. Donc oui, refuser s'ils ne sont pas conformes. En même temps, vous pouvez aussi penser à vous garantir formellement de leur conformité. D'accord. Donc oui, effectivement, c'est une bonne idée de demander aux salariés une attestation comme quoi ils sont conformes. C'est-à-dire que s'ils ne le sont pas où il y a eu mensonge, on prémunit quand même. Est-ce qu'il y a également possibilité, parce que clairement, je ne vais pas envoyer des experts chez tous mes salariés qui seront en télétravail. C'est un outil qu'on fait à grande échelle. Voilà, j'entends bien. Est-ce que il y aurait possibilité également d'entrer, de signer avec le salarié un accord comme quoi on est bien conscient que son habitation n'est pas forcément adaptée à faire du télétravail, tout
simplement parce qu'il n'a pas de pied à terre. Hein, il a une chambre, une salle à manger dans laquelle il y a, et que compte tenu de sa demande, enfin, ou des circonstances de sa demande, on a accepté le télétravail, mais que si effectivement les choses ne vont pas, on le comprendrait parfaitement et qu'à ce moment-là, il réintègre l'entreprise, enfin, qu'il abandonne le télétravail. Est-ce que c'est également une possibilité de ne pas avoir de recours? Je ne le ferai pas comme ça parce que finalement, ce que vous évoquez, c'est une forme d'engagement du salarié de ne pas vous tenir grief. Oui, voilà, clairement. Par anticipation. Or, en droit du travail, même en droit de manière générale, on ne va pas renoncer à un potentiel litige en amont. En fait, c'est une fois que les choses sont faites, notamment, on va convenir par exemple d'une transaction. Après coup, je veux dire. Non, par contre, Keren, si vous voulez bien aller sur la page 48 du support, je ne sais pas si c'est à l'écran. Bon, on va peut-être essayer de le faire. Je pense que de toute façon, on vous communiquera au moins une partie du support que j'évoque. Je voulais vous montrer un modèle d'attestation, parce que je reviens à ça. C'est-à-dire que autant je pense que vous ne pouvez pas, juridiquement parlant, demander à un salarié de s'engager à ne pas vous attaquer en amont. Par contre, j'en reviens à ce que je disais à l'instant, la meilleure des garanties, c'est que vous ayez, au contraire, vous, la possibilité de dire, pour moi, les locaux sont conformes. Donc, on peut, comme je le disais tout à l'heure, demander au salarié une attestation où il va dire je sous-signe, etc., souhaitant télétravailler à telle adresse, atteste sur l'honneur qu'à ce jour, la partie du circuit électrique utilisée dans ce lieu pour effectuer les branchements nécessaires à mon poste de travail, etc., est conforme à telle et telle norme. Il y a des modèles d'attestation qu'on peut faire et c'est finalement la meilleure garantie puisque vous aurez de quoi justifier de la conformité à vos yeux des locaux. Je pense que c'est ce qui vous protégera le mieux parce que le reste, ce type d'engagement, ça veut dire, moi, employeur, je sais qu'ils ne sont pas conformes, mais comme le salarié veut le faire, c'est bon. Non, parce qu'en tant qu'employeur, vous avez une obligation de sécurité, comme dans votre entreprise. Je vais faire un parallèle. Imaginons que dans les locaux de votre entreprise, vous avez un problème électrique et les salariés vous disent non, mais ce n'est pas grave, moi, je vais m'asseoir à côté de la prise qui fait des étincelles, je veux bien, ce n'est pas un problème. Vous en seriez responsable quand même. Donc, c'est pareil. Donc, votre seule garantie, c'est de pouvoir démontrer que vous êtes assuré d'une conformité. Ce n'est pas l'engagement du salarié de ne pas vous attaquer sur une non-conformité. Une question, oui. s'il vous plaît. Oui, alors merci pour votre exposé. Effectivement, si on peut avoir les slides, ça serait très, très bien. Une question ayant trait à l'indemnité forfaitaire, est-ce que ça inclut aussi l'assurance? Parce que s'il est équipé d'un matériel qu'on a mis à sa disposition, je pense bien sûr ordinateur ou imprimante, est-ce que cet équipement-là est assuré en cas de vol, par exemple, à son domicile? Ou est-ce qu'il faut une extension ou un avenant à son contrat d'assurance? Alors, ça dépend des cas. En tout cas, l'une des précautions, c'est de solliciter une attestation de la part du salarié, de son assureur, confirmant qu'il est couvert pour le télétravail. Eh oui. Voilà. Si ce n'est pas le cas, effectivement, il faudrait que ce soit le cas. Il faudrait en tout cas que ça le devienne pour qu'effectivement la question soit traitée. Donc, si l'attestation, enfin, si vous n'avez pas d'attestation, s'il n'y a pas de couverture, c'est en tout cas une question à traiter pour qu'il en ait une. D'accord. Alors, j'ai entendu, en tout cas par des compagnies d'assurance, demander un forfait de 50 € pour faire un avenant en fait, au contrat d'assurance. Et c'est l'entreprise qui a pris à la charge cet avenant. On en arrive effectivement là. Alors, je ne vous cache pas qu'on peut se poser la question de la licéité, de demander de l'argent pour faire un avenant, demander une cotisation, enfin une révision de la cotisation parce qu'on augmenterait le champ de couverture, ça pourquoi pas, si tant est que effectivement le télétravail n'était pas prévu à la base, ça on peut l'entendre. Mais cette pratique-là, elle pose question. Enfin bon, au-delà de ça, en tout cas, effectivement, du point de vue de l'employeur, c'est l'employeur qui a la responsabilité de ces aspects-là, comme de tous les aspects que j'ai évoqués, plus généralement.
Et donc, oui, il y a certains employeurs qui sont amenés à mettre la main au portefeuille pour pouvoir être garantis en termes d'assurance par rapport aux locaux du télétravailleur. Bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, oui. Bonjour. Alors, Bonjour. moi, j'ai deux questions qui vont se poser. Alors, j'ai des collègues qui, pour calculer les indemnités forfaitaires, sont partis sur les mètres carrés de logement des employés en télétravail. Est-ce que c'est légal ou pas, ou est-ce que l'indemnité forfaitaire doit s'appliquer de la même manière à tout le monde? En gros, ils ont pris en considération le fait qu'un logement de 70 mètres carrés, et là, on va rentrer en plein hiver, par exemple, n'est pas la même chose à chauffer qu'un logement de 20 mètres carrés et que les factures peuvent être différentes. Et elles se sont basées du coup sur les mètres carrés de l'appartement et après le nombre de jours de télétravail aussi, hein, enfin le nombre d'heures même, pour calculer les indemnités. Est-ce que c'est correct? Pardon, je vous laisse finir. C'est bon? Oui, bon, oui, alors, allez-y. très bien. Ça dépend de quoi on parle. Je disais tout à l'heure dans mon exposé, il ne faut pas confondre l'indemnité forfaitaire de remboursement de frais et l'indemnité d'occupation du logement. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Il me semble que vous ne parlez pas des frais, mais de l'indemnité d'occupation du logement. Oui. Alors, vous n'avez pas de cadre légal. Par contre, j'évoquais tout à l'heure un arrêt d'avril 2018 de la Cour de cassation. Et si vous avez fait attention, la Cour de cassation a alloué 5 000 €, me semble-t-il, en tenant compte des 13 mètres carrés. Je disais d'ailleurs que c'est alors, ça veut dire, à mon sens, qu'on peut estimer que c'est un élément d'appréciation, pourquoi pas, les mètres carrés utilisés pour le télétravail, on va dire, qui sont du coup pour le télétravail. Mais ça concerne l'unité d'occupation. Et c'est pour ça d'ailleurs, comme on n'a pas de règle légale claire, que je disais tout à l'heure, même si on peut douter de la réalité de cette obligation, c'est peut-être une bonne idée de la traiter en amont. Si vous convenez des règles, alors avec le salarié directement ou dans l'accord ou dans la charte, vous avez répondu à votre question. Vous aurez vous-même, par exemple, dans l'accord d'entreprise, traité du sujet et fixé les règles juridiques par le biais de l'accord d'entreprise, dans mon exemple, qui vont traiter. C'est vrai que la Cour de cassation semble avoir pris en considération les mètres carrés utilisés. Mais donc, encore une fois, là, on parle de l'indemnité d'occupation. Pour l'indemnité forfaitaire, remboursement des frais, c'est un autre sujet, c'est les frais. Oui. Et là, on n'a pas une réglementation, je le disais, c'est juste une tolérance, une pratique de l'URSSAF qui considère que pour 10 € par mois, que pour par mois, ou c'est 10 €, 2 jours, 20 €, selon le nombre de jours par semaine, eh bien, c'est une tolérance et on accepte qu'il n'y ait pas plus de preuves que ça et on admet que c'est un remboursement. Donc, ce sont deux sujets différents, il ne faut pas les confondre. Donc, voilà. Donc, les mètres carrés pour l'indemnité d'occupation, il semble que ce soit logique de l'utiliser. Ok. Et la deuxième chose, c'est là, vous parliez du matériel, on a surtout parlé du matériel et de l'équipement informatique. Est-ce qu'il y a une obligation ou alors une recommandation très forte à fournir aussi de l'équipement de bureau pour des gens qui n'ont pas, par exemple, de fauteuil ou ce genre de choses? Au bureau, il y a quand même une obligation de fournir des équipements adaptés. Et nous, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent chez eux avec des sièges, des formats, des tables, tout, enfin rien n'est adapté. Est-ce que l'employeur c'est en tout cas aussi un sujet qu'on va traiter. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en terminant, le télétravail, n'attendez pas d'être dans l'urgence et dans les circonstances exceptionnelles, traitez-le en amont, posez les bons cadres. Oui, c'est un sujet qui se pose. On peut d'ailleurs utilement consulter le travail sur l'ergonomie. On peut effectivement avoir à fournir un siège adapté, par exemple. Oui, on peut le traiter de différentes manières, cette question. Donc, si on complète une charte, on va peut-être dedans prévoir la fourniture par l'employeur d'une table et d'un fauteuil adapté. Enfin, je ne sais quoi, encore une fois, c'est au cas par cas dans l'entreprise qu'on va imaginer ce qu'on va mettre dans l'accord ou dans la charte à ce sujet-là. Ça peut être traité aussi sur un plan plus juridico-juridique, je dirais, c'est-à-dire de la même manière qu'on peut faire établir une attestation sur la conformité des installations électriques à telle et telle norme, dont j'ai oublié le numéro, on peut aussi, par exemple, faire attester par un salarié qui dispose bien d'un équipement
permettant son confort, table, chaise, etc., de telle sorte que l'employeur puisse en tout cas démontrer, parce que finalement c'est ça la pierre angulaire, c'est la responsabilité de l'employeur, qu'il s'est soucié de la question, que ça a été traité et qu'il a de quoi justifier que le salarié est bien équipé. Donc si demain le salarié vient dire, notamment dans une action prud'homale, il y a une exécution fautive du contrat de travail, ou vous n'avez pas assuré ma sécurité, ou vous n'êtes pas préoccupé de mon mal de dos, etc., l'employeur aura la preuve de l'avoir fait et donc pourrait éviter que les griefs portent. Donc, on peut avoir plusieurs manières de le traiter, mais oui, il faut l'anticiper. D'autres questions? Je crois qu'on est plutôt bien là, Fabrice. Bon. Je trouve que, là, comme des pros, hein, n'ayons pas peur de le dire, puisqu'il est 12h30. Alors, on n'est presque pas en retard. Voilà. Personne n'a d'autres questions? Il semblerait que non. Si, excusez-moi. Oui. Oui, vous voyez. Alors, la petite dernière, alors. Oui. Allez-y, allez-y. La dernière pour la route. C'est encore au sujet des frais. On se demandait si le télétravail n'est pas imposé, est-ce qu'on doit tout de même payer les frais, ces frais d'occupation et dont on vient de parler? Oui, ce que je disais tout à l'heure sur l'article du Code du travail qui, en cas de circonstances exceptionnelles, permet la mise en place du télétravail, c'est dans la mise en place. Par contre, excusez-moi. Par contre, il y a un principe général du droit du travail, télétravail ou pas, du fait que l'employeur supporte les frais professionnels. Donc, même en télétravail, quelles que soient les circonstances de mise en place du télétravail, le principe s'applique. C'est un principe général. Vous avez une obligation de prendre en charge les frais. Et cette obligation générale, on va l'appliquer aux circonstances du télétravail. Et effectivement, dans le télétravail, c'est sûr qu'on ne va pas vous demander de rembourser les péages, par exemple. Mais il y a l'Internet, etc. Donc, c'est le principe du juge appliquant. Quelle que soit l'unité mise en place. Ok. Mais si aujourd'hui on rembourse des déplacements, vous voyez, enfin. Je parle de déplacement professionnel. Je ne parle pas du trajet domicile de travail. Un salarié, dans le cadre de ses fonctions, circule. Excusez-moi. Vous avez évidemment à prendre en charge ses frais. Oui, oui, pour les personnes qui sont en déplacement, bien sûr. Oui, je parlais de ça. Bon, d'accord, c'est noté, merci. Merci beaucoup. Donc, il va nous rester à conclure, Fabrice. Donc, moi, je voulais vous remercier pour cet outil très complet que vous avez monté là ce matin. C'est vraiment quelque chose qui a répondu, je pense, à énormément de questions. Moi, en plus, il se trouve que je suis concernée, donc j'y ai retrouvé beaucoup de réponses. Merci encore pour cet exposé. Nous avons rendez-vous avec vous pour un second volet droit du travail, si mes infos sont exactes, le 10 novembre, puisqu'on fait un webinaire 1 sur 2. Alors, je répète ce que j'ai dit au début. Donc, le 10 novembre, Fabrice, avec plaisir, le thème sera défini d'ici là. J'invite tout le monde, bien évidemment, à donner des pistes, justement, de thèmes qui vous intéressent, de façon à ce qu'on puisse construire en partenariat avec Fabrice et Capstan Avocat un webinaire aussi complet qu'aujourd'hui, qui est vraiment une formidable boîte à outils. Vous avez compris que la CPME veut se mettre à la disposition de tous pour justement avoir des outils pour toutes les situations qui se présentent dans cette période un petit peu compliquée. Donc, n'hésitez pas. Le prochain rendez-vous est prévu donc le 13 octobre. Là aussi, sur un thème à définir, et c'est vous qui définissez. Nous, bien évidemment, nous avons différents thèmes, mais il faut que ça corresponde à vos attentes. Donc, je vous encourage à rentrer en communication avec nous pour nous dire ce qui vous intéresse. Alors, soit par des mails, soit en regardant sur notre site le contact, notamment téléphone que nous avons, mais c'est vrai que c'est souvent plus facile en dématérialisé, mais je vous rappelle le numéro de téléphone d'Allo CPME, qui est donc le 04 88 92 24 64. N'hésitez pas à vous en emparer, puisque nous sommes là pour ça, c'est vous qui alimentez nos rubriques. Et pour revenir sur un calendrier, donc notamment de cette fin de mois, je vous invite également à regarder sur notre site, pour ceux qui ne reçoivent pas la newsletter,
Et pour ceux qui la reçoivent, à la lire jusqu'au bout. Nous avons un rendez-vous ce 24 septembre à Martigues pour un apéro business à partir de 18h30. N'hésitez pas à vous inscrire. La semaine prochaine, mercredi 30, nous avons encore un apéro business, alors bien évidemment en respectant toutes les conditions d'accueil sanitaire pour éviter de se retrouver dans des difficultés, notamment de responsabilité. Donc cet apéro business du 30 septembre est prévu, lui, à plan de campagne. Là encore, on vous attend nombreux. Et avant donc, le prochain webinaire dont on parlait tout à l'heure, donc sous le format d'aujourd'hui, n'hésitez pas non plus à vous inscrire pour les trophées des entrepreneurs positifs, la seconde demi-finale, qui va se tenir à Vintabra le 8 octobre. Vous voyez qu'à la CPME, on enchaîne les événements, toujours en respectant les conditions sanitaires. Vous n'êtes pas seul, ne restez pas seul, prenez cette main tendue qui est à votre disposition pour, dans cette période compliquée et pour la suite également, quand tout sera, on espère, sera justement un peu moins compliqué. N'hésitez pas à venir vers nous. Merci encore Fabrice, un petit mot. Merci à vous. Oui, juste pour vous remercier, je suis très heureux d'avoir débuté cette campagne, je dirais, de webinaire et qu'on va essayer de faire de manière régulière. Donc, vous l'avez dit, n'hésitez pas à donner les sujets qui peuvent vous intéresser, on s'adaptera et on essaiera de répondre au plus près de vos préoccupations. N'hésitez pas aussi à demander mes coordonnées à la CPME et à Keren qui vous les donnera si vous avez des questions complémentaires, si vous voulez voir plus particulièrement votre situation sur le sujet du télétravail ou sur tout autre sujet du droit du travail. Merci beaucoup.